Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent ce matin. Donc, nous allons faire un tour des forces en présence. Je vais proposer aux intervenantes qui sont à mes côtés de réactiver leur micro. Donc, Madame Nicoletti, bonjour. Je vous propose d'ouvrir le bal. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que le réseau GESAT que vous représentez ce matin? Bonjour, merci Fleur. Effectivement, moi je suis Claire Nicoletti du réseau GESAT. Je suis responsable des relations entreprises et organisations publiques. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne un certain nombre d'organisations dans le développement de leur partenariat avec les ESAT et les entreprises adaptées. C'est la mission du réseau GESAT, hein, pour la dire en une phrase. Notre mission, c'est vraiment de mettre en relation des organisations publiques et privées avec les 2300 prestataires ESAT et entreprises adaptées du territoire. Merci. Pascal Audoux, bonjour. Vous représentez l'UNEA ce matin. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre rôle au sein de la délégation Hauts-de-France-Normandie que vous représentez? Oui, bonjour, je représente donc effectivement l'UNEA. Je suis chargée de mission sur les Hauts-de-France et la Normandie et donc j'ai une mission d'accompagnement des entreprises adaptées sur ces régions au sein de l'Union nationale des entreprises adaptées, qui est une fédération nationale d'entreprises dont la mission est à la fois de représenter le modèle d'entreprise adaptée auprès des pouvoirs publics et d'accompagner le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap au sein des entreprises adaptées, mais aussi en lien avec d'autres recruteurs sur les territoires, puisqu'on a aujourd'hui un rôle notamment de passerelle vers d'autres entreprises et d'autres collectivités. Merci. Isabelle Chavot, on finit par vous. Bonjour. Vous êtes la directrice territoriale du FIP. Pouvez-vous nous en dire plus et peut-être introduire ce webinaire de ce matin? Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents en cette journée particulière en matière de grève. Donc, ce webinaire, mais Flore Sagnier le précisera, sera rediffusé en replay. Alors, j'avais souhaité en ce début d'année qu'on puisse intervenir sur le sujet du recours au secteur du travail protégé et adapté, hein, puisque dernièrement, le décret, et précisément le décret du 22 décembre 2022, vient renforcer un certain nombre de droits et de passerelles à créer sur des parcours professionnels plus fluides pour les bénéficiaires, enfin les usagers de ce secteur. Donc, j'avais souhaité qu'on puisse, au niveau donc, des employeurs publics, avoir une meilleure connaissance aussi bien au sujet de l'achat, hein, puisque l'achat responsable concerne les employeurs publics et par ailleurs les employeurs privés. Donc, un certain nombre d'informations sur ce sujet et qui vont impacter par ailleurs la déclaration obligatoire, hein, qui sera réalisée comme chaque année, la déclaration obligatoire des personnes en situation de handicap, la DOTH, donc, qui sera réalisée pour le 30 avril. Donc, un certain nombre de dépenses, hein, qui sont en lien avec cet achat responsable. Et puis, deuxième point, donc l'aspect achat, mais également cette possibilité de fluidifier les parcours, hein, d'instaurer un parcours entre le milieu protégé et le milieu ordinaire pour un certain nombre d'usagers aujourd'hui. On le voit, il y a notamment des passerelles via l'apprentissage qui se sont créées chez un certain nombre d'employeurs publics qui aujourd'hui ont recruté des personnes issues du milieu protégé. Donc, je souhaitais qu'on puisse aborder de manière plus approfondie ces sujets. Et puis, dernier point, je voulais aussi rappeler que notre catalogue, hein, prévoit un certain nombre, donc le catalogue des interventions du FIP, prévoit un certain nombre de financements à destination des employeurs publics, puisque une aide est prévue pour favoriser le recours au système d'abonnement, hein, donc aux plateformes d'achat. Et puis, deuxième point, depuis le mois de septembre, un élargissement aux bénéficiaires, enfin, aux travailleurs des ZAT,
ESAT, mise à disposition d'employeurs publics, a été proposé par le FIP. Cet élargissement aux travailleurs des ESAT permet effectivement des financements sur les intégrations de ces bénéficiaires. Donc voilà, je voulais qu'on puisse intervenir sur ces deux sujets, à la fois l'achat, mais également ces passerelles qui sont à réaliser. Et donc, merci à Fleur Sagnier d'organiser ce webinaire et merci à toutes deux, mesdames, de votre présence ce jour. Merci Isabelle. Donc, avant de passer à la présentation de GESAT, je voulais juste rappeler quelques points techniques. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans l'onglet Q et R de la barre paramètres qui s'affiche sur votre écran ou directement dans l'onglet discussion. Nous y répondrons soit au fil de l'eau, soit en toute fin du webinaire. Voilà, je voulais repréciser aussi, je vous mettrai le lien dans le chat, comme le disait Mme Chavot, le webinaire sera bien disponible en rediffusion d'ici une semaine sur la chaîne YouTube du FIP. Voilà, je propose tout de suite à Madame Nicoletti de nous présenter le réseau GESAT en Hauts-de-France. Merci, je vais partager mon écran. Hop. Et voici, ça fonctionne. Très bien. Parfait. Merci. Alors, pour vous en dire effectivement un petit peu plus sur le réseau GESAT, nous sommes une association, nous avons été créés il y a 40 ans, avec pour mission, comme je vous le disais en introduction, de mettre en relation, de faire matcher l'offre de services des ESAT et des entreprises adaptées et les besoins des donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. Donc, on a plusieurs grandes missions. D'une part, un rôle de promotion du secteur, de mise en valeur de tous les savoir-faire que peuvent proposer les ESAT et les entreprises adaptées. On a aussi ce rôle d'accompagner les structures ESAT et entreprises adaptées dans leur développement et plus particulièrement dans leur développement économique. Et puis, on a un rôle complémentaire qui est de renforcer donc, les relations entre organisations et ESAT et entreprises adaptées en accompagnant les organisations publiques et privées dans l'établissement de partenariats avec ces structures-là et plus largement en fait dans le renforcement des politiques d'achat responsables. En quelques chiffres, le réseau GESAT, aujourd'hui, on accompagne à peu près un peu plus de 130 organisations partenaires, dont 30% d'acteurs publics. On a aujourd'hui, on est sur les chiffres 2021 encore, mais je peux d'ores et déjà parler des chiffres 2022. On a un peu plus de 1000 ESATEA qui sont adhérents, mais je précise qu'on représente vraiment l'ensemble du réseau et pas uniquement les ESAT et les entreprises adaptées qui sont adhérents. Et on met à disposition des organisations et des ESATEA une plateforme de mise en relation, un annuaire en fait, qui permet de faciliter encore une fois les échanges entre donneurs d'ordre et prestataires. On organise aussi tout un lot d'événements et on est également organisme de formation. Donc, je vous ai mis, je pense que vous aurez les supports, quelques-unes de nos références à la fois dans le secteur public et puis des références qui sont plutôt situées dans votre région. Et pour passer tout de suite dans le vif du sujet, c'est peut-être important qu'on reprécise ce que c'est qu'un ESAT, ce que c'est qu'une entreprise adaptée. Tout le monde n'est peut-être pas forcément au clair avec les similitudes et les distinctions qu'il peut y avoir entre ces deux types de structures. Donc, l'UNEA parlera ensuite beaucoup plus en détail des entreprises adaptées. Moi, je vais avoir une vision un petit peu plus globale et économique, on va dire, du sujet. Et puis après, je laisserai à Madame Audoux la suite. Donc, les ESAT et les entreprises adaptées, il faut d'abord comprendre que ce sont avant tout des lieux d'accueil en faveur de l'insertion des travailleurs en situation de handicap qui ont pour rôle, en fait, de développer les parcours professionnels, de développer la montée en compétences, de développer l'autonomie de personnes en situation de handicap, et bien dans l'objectif qu'elles puissent avoir accès à l'évolution professionnelle et aux carrières qu'elles désirent. Donc, les distinctions, un ESAT, c'est vraiment un établissement médico-social qui est contrôlé par le ministère des Affaires sociales, dans lequel on va avoir 100% des effectifs en production, c'est-à-dire hors équipe encadrante et hors direction, qui sont en situation de handicap.
sont des structures plutôt de petite taille, hein, généralement inférieures à une centaine de travailleurs. Entreprise adaptée, comme son nom l'indique, eh bien, c'est une entreprise qui est contrôlée par le ministère du Travail et qui va donc avoir des enjeux économiques différents d'un ESAT et qui va avoir aussi un modèle un petit peu hybride entre une entreprise classique et une entreprise adaptée, puisqu'elle va avoir dans ses effectifs au moins 55% de travailleurs en situation de handicap. Mais il y a également, du coup, toute une population qui n'est pas forcément en situation de handicap. L'entreprise adaptée, elle va en fait proposer un milieu de travail adapté pour des personnes qui seraient peut-être plutôt en transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Dans les deux cas, ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que ce sont des structures ESAT comme entreprises adaptées qui ont plusieurs compétences dans leur casquette, c'est-à-dire qu'elles ont cette particularité de pratiquement toujours proposer plusieurs activités, plusieurs prestations. En moyenne 7 pour un ESAT, en moyenne 5 pour une entreprise adaptée, ce qui veut dire qu'avec une même structure, vous allez peut-être pouvoir répondre à des besoins en entretien des espaces verts, en prestations administratives par exemple, ou en communication. Donc, on va vraiment pouvoir établir des partenariats qui sont très riches et sur plusieurs secteurs d'activité. Quelques chiffres sur ce secteur, qui n'est pas un petit secteur. On a plus de 2250, hein, même un peu plus de 2300 maintenant sur les derniers chiffres, prestataires ESAT et entreprises adaptées en France, avec un maillage territorial qui est très fort. On a environ un prestataire toutes les 16 communes. Il n'y a pas un seul département en France dans lequel il n'y a pas au moins un ESAT ou une entreprise adaptée qui propose chacun entre 5 et 7 métiers en moyenne. Donc, ça veut dire qu'on a des opportunités de partenariat et des opportunités d'achat qui sont assez conséquentes. Ces 2250 prestataires, ils contribuent au quotidien à l'insertion de plus de 150 000 travailleurs en situation de handicap. Et chose importante pour vous, c'est que dans ce secteur-là, il y a plus de 200 métiers qui sont représentés. Donc, c'est énormément de possibilités d'achat et de partenariat au sens un petit peu plus large. Alors, ces 200 métiers, ils sont, on les a classés, nous, au réseau GESAT, dans 14 grandes filières. Ça va de l'artisanat, par exemple, à des métiers de la communication, à des métiers relatifs aux services généraux. Donc, on va retrouver tous les métiers, par exemple, d'accueil, de secrétariat. Dans la communication, ça va être, par exemple, de la création de supports de communication, ça va être de l'organisation d'événements, ça va être également très connecté avec tous les métiers de l'impression, de l'impression à la fois classique, tant que de l'impression de supports publicitaires, de bâches, de kakémono, etc. On retrouve également les métiers qui sont largement connus, je ne vais pas m'appesantir dessus, du conditionnement, préparation de commandes, soupli, de l'entretien des espaces verts, du nettoyage, à la fois de nettoyage de locaux, mais également des activités de blanchisserie. Donc ça, c'est des choses qui sont historiques hein, pour le secteur, en particulier les ESAT, et qui sont donc généralement assez connues de tous. Donc, c'est des activités sur lesquelles il y a toujours beaucoup de demandes et il y a beaucoup de prestataires qui sont positionnés. On a également des prestataires qui réalisent des prestations administratives. Donc, ça va être de la gestion de bases de données, ça va être du support RH, par exemple, de la gestion de candidature, de la gestion électronique des documents, de l'archivage, de la traduction également. Et également des métiers qui sont beaucoup plus méconnus de prestations intellectuelles dans lesquelles on va retrouver des métiers en lien avec l'informatique, par exemple du développement web, de la gestion d'habilitation, du support informatique. Et je termine avec trois catégories que je n'ai pas encore évoquées. Tout un pôle gestion des déchets qui est plutôt en augmentation avec des structures qui assurent à la fois la collecte et le recyclage ou le démantèlement et le tri de tout type de déchets, que ce soit papier, carton, mais aussi un gros volet sur les fameux D3E, les déchets électroniques de type matériel informatique, matériel téléphonique par exemple. Un gros pôle en matière de production industrielle dans lequel on va retrouver
à la fois du travail du bois, du travail du métal, du textile également, et puis dans une moindre mesure du travail du plastique, et aussi toute une activité d'assemblage mécanique, électronique. Et enfin, le dernier, c'est la restauration. La restauration, c'est également un gros secteur d'activité sur lesquels ces prestataires-là sont positionnés. Ça va être à la fois des prestations traiteurs, type buffet froid, buffet chaud, etc., avec ou sans service, et également des plateaux repas. C'est les principales activités. Sachez également, à titre d'info, qu'il y a un certain nombre de structures qui sont des restaurants ouverts au public, donc dans lesquels vous pouvez aussi aller déjeuner. Voilà un petit peu pour cet aperçu donc, des 14 filières, 200 métiers. Donc, vous voyez que le savoir-faire, il est vraiment extrêmement grand. Hein. Je n'ai même pas forcément tout évoqué, mais il y a vraiment des opportunités d'achat qui peuvent concerner toutes les organisations. Pour faire un petit zoom plus spécifiquement dans votre région, il y a 200, un petit peu plus de 200 structures ESAT et entreprises adaptées. 123 ESAT, 82 entreprises adaptées, qui sont réparties dans tous les départements. Donc, vous voyez que vous avez aussi un maillage très fort avec une prédominance un peu de certaines activités qui sont le nettoyage et l'entretien, avec une centaine de prestataires qui proposent ce type d'activité. Hein. Donc, rappelez-vous, il y a à la fois du nettoyage de locaux, nettoyage d'espaces extérieurs, mais également de la blanchisserie. Il y a énormément de collectivités, d'hôpitaux et de structures qui font appel à ces structures-là pour du nettoyage de vêtements de travail, pour du nettoyage de linge, par exemple, dans les hôpitaux. On a également une forte prépondérance des métiers du conditionnement et de la logistique, donc à la fois préparation de commandes, mise sous pli, etc., mais également une grosse activité de stockage. De l'espace vert, ça reste une des activités au niveau national hein, qui est parmi les plus répandues, donc avec à la fois de la création paysagère et puis également de l'entretien. Sachez qu'il y a énormément aussi de prestataires, pratiquement tous, hein, qui sont en capacité de répondre à des exigences de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, de process un peu éco-responsables et de prestataires qui sont eux-mêmes labellisés, certifiés pour vous proposer aussi des solutions qui correspondent tant d'un point de vue économique, qualité de la prestation, que environnemental à vos exigences. Et l'avant-dernier top, prestations administratives. Donc ça, il y a énormément d'activités côté gestion électronique des documents et archivage notamment. Et enfin, spécificité de la région, il y a beaucoup de production industrielle et notamment pas mal de structures comparaison avec le reste de la France, qui sont dans des activités de textile. C'est lié à l'activité et au tissu économique qu'il peut y avoir dans votre région. Pour vous donner un peu de visibilité aussi sur les relations qui existent entre ces structures-là et leurs clients, donc qu'ils soient publics ou privés, on collecte, nous, au réseau GESAT, tous les 2 ans, un certain nombre de données. Vous allez d'ailleurs peut-être bientôt répondre à notre enquête puisqu'on est en train de préparer la prochaine édition de cette enquête. C'est notre observatoire économique des achats responsables auprès des ESAT et des entreprises adaptées. Et l'objectif de ce livrable, c'est vraiment d'interroger des centaines d'ESAT et d'entreprises adaptées, d'interroger des centaines d'organisations publiques, privées, petites, grandes, pour recueillir un petit peu leurs avis et leurs attentes respectives et encore une fois répondre à notre mission de faire matcher au mieux tout ça. Et donc, il ressort de cette enquête qu'on a 68% des clients des ESAT-EA qui jugent la qualité des prestations fournies par ces prestataires-là supérieure à celle des prestataires classiques. Et globalement, on a un taux de satisfaction de 97%. Donc ça, c'est pour rassurer, on peut avoir encore des freins qui subsistent en interne de recourir à ce type de structure-là. C'est aussi pour ça qu'on collecte cet avis, c'est pour combattre au quotidien un peu les préjugés et les freins qu'il peut y avoir. Autre point important, c'est que c'est des structures qui sont globalement très flexibles et adaptables, puisque 62% d'entre elles se sont lancées dans une nouvelle activité au cours de ces dernières années. Ce qui veut dire que les ESAT et les EA sont très forts pour répondre à des besoins un petit peu sur mesure.
Vous avez un projet, il y a un fonctionnement un petit peu particulier, il y a peut-être des spécificités, il y a besoin vraiment d'une solution un peu sur mesure. Globalement, sous réserve qu'on leur en laisse le temps, sous réserve que les choses soient discutées en amont, eh bien, ce sont des structures qui vont être plus en capacité qu'une PME classique à répondre à ce type de besoin-là. Donc, n'hésitez pas à être en relation permanente avec les prestataires de votre région et à leur parler de vos projets avant même qu'ils soient complètement finalisés, de façon à co-construire ensemble des solutions. C'est quelque chose qui marche très bien. Et puis, pour vous résumer un petit peu tout ça, le top 3 des avantages que les clients prêtent aux ESAT et aux entreprises adaptées, c'est en premier lieu une très grande qualité de service. Donc ça, c'est quand même un point important. On parle d'achat responsable, donc on agit à la fois sur le social, mais la qualité des produits et des services qui est fournie, c'est un facteur essentiel de l'achat responsable. Le deuxième point qui est cité, c'est ce côté proximité. On est sur des prestataires des territoires. La plupart des clients des ESAT et des EA sont localisés dans la même région, voire le même département qu'eux. Donc, et ça facilite grandement les relations, ça humanise également et ça permet d'établir généralement des partenariats qui sont sur le long terme. Et le troisième point, ça reboucle avec ce que je vous disais sur la capacité des ESAT et des EA à investir, à créer de l'activité, eh bien, c'est l'adaptabilité. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à être dans la discussion, à être dans du travail de sourcing, dans du travail de co-construction avec ces prestataires-là. Pour vous donner quelques billes maintenant sur, concrètement, vous avez identifié maintenant sur quel type de marché vous allez pouvoir solliciter ces prestataires-là. Vous vous posez peut-être la question de comment, tout en respectant les exigences du Code de la commande publique. Un aperçu des principaux leviers qui vont vous permettre d'intégrer les prestataires ESAT à vos marchés publics. Le premier levier, vous le connaissez bien, c'est l'allotissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoirement considéré quand vous faites de l'achat public, mais c'est important vraiment de bien le penser quand on veut travailler avec des ESAT et des entreprises adaptées. On a encore, nous, trop souvent au réseau GESAT, des lots qui ne sont pas forcément accessibles au secteur du travail protégé adapté, parce qu'ils sont trop gros, parce qu'ils sont situés dans une zone géographique dans laquelle on ne va peut-être pas avoir les bons prestataires pour y répondre. Donc, il faut vraiment faire ce travail de préqualification pour bien réaliser son allotissement. C'est vraiment un facteur clé de succès essentiel. Et ça va vous permettre aussi potentiellement de pouvoir passer en procédure adaptée sur des petits lots. Donc ça peut être aussi un point important pour alléger aussi un peu les procédures qui peuvent être vraiment un frein qui nous est remonté souvent par les ESAT et les entreprises adaptées. C'est que travailler dans le cadre du Code de la commande publique pour ces prestataires qui sont de petite taille, avec des ressources quand même assez limitées, ça reste administrativement un petit peu lourd. Donc, plus on peut alléger et mieux ce sera. Le deuxième point que vous pouvez intégrer dans vos marchés, c'est d'insérer un critère de notation de façon à challenger les fournisseurs habituels sur le fait qu'eux-mêmes intègrent un certain nombre de critères sociaux, de critères RSE. Donc, ça peut se traduire un peu comme une clause d'insertion, par exemple, de dire si vous intégrez des travailleurs en situation de handicap dans l'exécution de ce marché, eh bien, j'attribuerai un certain nombre de points. La note sera en tout cas rehaussée pour récompenser cet engagement-là. Attention, dans le cadre du Code de la commande publique, il faut vraiment que le critère que vous choisissez soit corrélé à l'objet du marché. Et la jurisprudence recommande une pondération maximale de 15% de la note. Troisième levier, vous le connaissez peut-être, probablement j'imagine, ce sont les clauses d'insertion. Aujourd'hui, les clauses d'insertion, elles sont très largement utilisées sur les métiers de la construction. Et du coup, elles bénéficient essentiellement à des publics qui sont dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Or, les ESAT et les entreprises adaptées sont éligibles aux clauses d'insertion. Mais dans les faits, c'est très rare qu'un ESAT et une entreprise adaptée puissent répondre à une clause d'insertion parce qu'elles sont souvent mises sur des marchés sur lesquels ils ne sont pas forcément les mieux placés techniquement pour y répondre. Les métiers de la construction, les ESAT-EA en proposent un peu, mais c'est essentiellement sur de second œuvre, c'est sur des volumétries peut-être un peu plus faibles que l'insertion. Donc, généralement, ça va être des marchés qui sont difficilement accessibles pour eux.
Donc, partant de ce constat-là, nous, on vous incite à recourir à des clauses d'insertion sur des marchés de services. L'idée, ce n'est pas de mettre en concurrence l'insertion par l'activité économique et les ESATEA, c'est de se dire, l'insertion est déjà bien positionnée sur les métiers de la construction du bâtiment. Pourquoi ne pas généraliser un petit peu davantage l'insertion de clauses dans des métiers de service sur lesquels les ESAT et les EA sont bien positionnés et pourraient de fait davantage répondre à ce type de marché-là. Donc ça, voilà, c'est vraiment un gros point de progrès par rapport à ce qu'on peut observer. C'est quelque chose qui peut avoir de très bons résultats assez rapides. Et le dernier levier, ce sont les marchés réservés. Donc, vous pouvez réserver tout un marché ou un lot d'un marché à des ESAT et des entreprises adaptées. Et depuis quelques temps maintenant, également à des structures d'insertion. Ce n'était pas le cas avant. Il fallait choisir l'un ou l'autre. Maintenant, vous avez la possibilité de dire l'un ou l'autre, l'un et l'autre, pardon. Donc ça reste un levier extrêmement efficace, mais attention, qui dit marché réservé dit que vous avez au préalable validé la faisabilité du projet. Vous avez fait un travail de sourcing et vous avez la certitude que les ESAT et les entreprises adaptées vont être en capacité de répondre à ce marché-là. Encore une fois, on a quand même souvent encore des marchés qui tombent en infructueux parce qu'il n'y avait pas forcément une adéquation entre ce que peuvent faire les ESATEA et ce qui leur a été demandé. Pour résumer un petit peu les bonnes pratiques et finir ensuite par les outils qui peuvent être mis à votre disposition pour cela, je vous ai repris un peu tout le processus achat avec à chaque fois les petits réflexes à avoir pour mieux intégrer les ESAT et les entreprises adaptées. Première étape, c'est au moment où vous qualifiez votre besoin, déjà, ce qui manque souvent, c'est le réflexe. Est-ce qu'il y a un ESAT, une entreprise adaptée, qui peut répondre à ce type de prestation? Est-ce que c'est quelque chose déjà que je peux intégrer? Ça, c'est souvent le premier point qui fait défaut, c'est que bien souvent, on n'y pense même pas parce qu'on n'a pas forcément connaissance de tout ce que les prestataires peuvent faire. Deuxième niveau, vous avez identifié qu'il y avait des prestataires positionnés sur l'activité que vous recherchez. Eh bien, il va falloir étudier la faisabilité. Il va falloir faire du sourcing qualifié, contacter quelques structures. On a souvent des organisations publiques qui nous disent « nous, on ne peut pas faire du sourcing, ce n'est pas autorisé, etc. » Si, ça l'est, ça a été rappelé par la DAJ dans son guide, vous êtes autorisé et vous êtes même encouragé à faire un travail de sourcing en amont. Troisième point, vous avez validé la faisabilité. Vous savez sur quelle part de votre marché les ESAT et les EA vont pouvoir se positionner. Donc, vous allez pouvoir créer votre dossier de consultation, définir votre allotissement, choisir les éventuelles clauses, définir contractuellement tout ce que vous allez demander. Et vous arrivez au stade où il va falloir diffuser votre consultation. Et là, warning. Warning, pourquoi? Parce que les ESAT et les EA consultent assez peu les places de marché public. Certains réalisent de la veille, mais vous allez perdre énormément de prestataires si votre marché se situe uniquement sur une place de marché public. Donc, je vous invite à relayer vos consultations sur des places de marché qui sont consultées par les ESAT et les entreprises adaptées. Je vais vous parler de la note après, mais il en existe d'autres, bien entendu. Parce que ça va maximiser le taux de réponse. En fait, bien souvent, il y a peu de candidatures au marché public, tout simplement parce qu'ils ne sont pas vus. Pensez bien aussi à informer de la publication de cette consultation les prestataires que vous aurez pu interroger pendant votre phase de sourcing. Et n'hésitez pas aussi, encore une fois, dans un souci un peu d'allègement au maximum des procédures, à bien accompagner les ESAT et les EA dans leurs réponses, en leur proposant un cadre de réponse, en indiquant bien, ça vous le faites toujours dans la commande publique, mais les bons interlocuteurs en ayant une certaine disponibilité pour répondre. Dernier point, vous arrivez maintenant, vous avez recueilli vos candidatures, vous allez devoir analyser ces offres. On vous invite vraiment à rester exigeant sur la qualité de la prestation. On a bien souvent un petit peu d'organisations qui n'osent pas forcément dire les choses, qui considèrent qu'il faut peut-être être un peu plus souple parce que ce sont des ESAT ou des entreprises adaptées. Oui, il faut être souple, mais pas sur la qualité de la prestation. Donc, si vous avez
un prestataire qui vous propose quelque chose qui ne semble pas à la hauteur, si dans l'exécution de la prestation, ça ne se passe pas forcément bien, eh bien, on le re-challenge, on en discute. Surtout, il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Et dernier point, pour le suivi d'exécution, n'hésitez pas, quand c'est des marchés à bon de commande, à anticiper les commandes. Ça reste un facteur clé de succès également. Et puis, à sensibiliser aussi en interne, notamment quand c'est des prestataires qui vont venir intervenir sur votre site pour faire le nettoyage, pour faire l'entretien, par exemple. C'est toujours bien de favoriser le fait qu'ils soient bien accueillis. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les équipes en place pour capitaliser sur cet exemple-là et puis pour faire en sorte que les relations se passent au mieux dans vos locaux. En termes d'outils, sachez que le réseau GESAT propose donc une plateforme de mise en relation entre ESAT et organisation, donc à la fois un annuaire qui recense la totalité des prestataires de France et au sein duquel vous pouvez chercher par filière métier, autour d'une ville par exemple, dans un département donné. Cet annuaire-là, vous avez un accès, on va dire, de niveau 1 qui est gratuit. Il faut simplement vous créer un compte et vous pouvez déjà avoir accès à un certain nombre d'informations. Et puis après, nous, on propose aussi d'aller plus loin en vous proposant un accès avec un niveau d'information beaucoup plus détaillé. Accolé à cet annuaire, on propose aussi une place de marché qui viralise automatiquement en fait, vos marchés à tous les ESAT et les EA potentiellement dans la cible. L'idée, ce n'est pas de faire doublon avec votre place de marché public, je vous rassure. L'idée, c'est juste de dire, on synthétise le marché de façon à ce que tous les ESAT et les EA puissent voir qu'un marché public sur ce type d'activité a été créé et que s'ils souhaitent en savoir plus et y répondre, ils sont redirigés vers votre place de marché pour y répondre. Pour poursuivre aussi sur ce qu'on peut proposer pour vous en matière de services, notre offre, elle se découpe en 3 grands axes, en dehors des fameux outils digitaux dont je viens vous parler. On peut vous accompagner vraiment à toutes les étapes de vos projets d'achat, de la phase de l'analyse de la programmation de vos marchés, pour identifier ceux qui seront accessibles ou transférables, en tout cas à des ESAT ou des entreprises adaptées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pour pratiquement tous nos partenaires publics. C'est qu'en début d'année, on balaye la programmation annuelle ou pluriannuelle et on identifie les sujets sur lesquels il va y avoir un potentiel à travailler. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, on est en mesure, nous, de vous accompagner étape par étape, de vous aider à conduire vos études de faisabilité, de vous aider à réaliser ce travail de sourcing en amont pour faire en sorte d'avoir le meilleur taux de réponse à vos marchés. Et puis ensuite, on intervient aussi dans toute la gestion un petit peu opérationnelle, c'est-à-dire qu'on peut vous aider vraiment à gérer vos consultations un petit peu de A à Z, donc de relayer vos marchés publics sur notre place de marché, d'en faire la promotion, de le faire connaître et encore une fois de maximiser le taux de réponse. Sachez, donc, nous, on travaille sous un format de convention de partenariat. Donc, on établit des partenariats dans la durée avec nos partenaires parce que ce sont des sujets qui sont... qui nécessite généralement plusieurs années pour être mis en place. Donc, on travaille vraiment dans la durée. Et sachez que vous pouvez demander une subvention du FIP dans laquelle nos conventions sont éligibles. C'est-à-dire que ça fait partie des dépenses qui peuvent être financées par cette subvention si toutefois vous l'obtenez. Donc, cette subvention, elle peut aller jusqu'à 7 000 € par an. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs au FIP pour en savoir plus sur ce sujet. Et vous aurez... Merci Claire, je vais mettre le lien dans le chat justement. Merci. Dans le support, juste pour conclure, donc vous aurez mes coordonnées et vous aurez également le lien vers ce fameux observatoire des achats responsables dont je vous parlais. Et la prochaine édition sera publiée au mois de juillet. Voilà. Merci Claire. Oui, effectivement, dans quelques instants, je vais vous mettre le lien vers le catalogue du FIP où vous trouverez effectivement fiche 6 du catalogue, l'abonnement plateforme au milieu protégé, avec tout le détail de cette aide et comment y souscrire. Donc, j'ai vu que nous avions, avant de continuer avec l'UNEA, il y a une question dans l'onglet questions et réponses de Julien Egels. Bonjour, ces structures bénéficient-elles d'avantages fiscaux, impôts, TVA ou cotisations patronales?
Alors, c'est des structures qui bénéficient effectivement d'un certain nombre d'aides et de financements de la part des pouvoirs publics. Certains ESAT, les ESAT peuvent choisir s'ils sont assujettis à la TVA ou pas. Donc, chacun choisit un peu la meilleure option. Et après, voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail des financements, et pour le coup, je ne suis pas sûre d'avoir 100% des réponses. Mais oui, il y a des aides pour ce type de structure-là. Voilà. J'espère que la réponse a été apportée. Sinon, n'hésitez pas à approfondir votre question et nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, merci Claire pour votre intervention de qualité. Madame Audou, donc, vous allez nous présenter le secteur adapté, les EA de la région et comment faire appel aux établissements adaptés dans le cadre des marchés. Donc voilà, donc on voit votre présentation, ça fonctionne. Parfait. Alors, Claire a une présentation très exhaustive, donc je vais essayer de vraiment intervenir en complémentarité de ce qui a déjà été dit. Forcément, on recouvre en partie aussi les mêmes acteurs, sauf que l'UNEA représente uniquement les entreprises adaptées au niveau national et donc sur le territoire. Donc, dans le support, vous verrez, on a des slides qui peuvent se croiser, donc je vais les passer rapidement, mais vous les aurez, je pense, via Fleur si vous diffusez le support. Mais donc, oui, certains slides vont être vus rapidement. Donc, pour rappeler quand même qui nous sommes, donc l'Union nationale des entreprises adaptées, nous sommes une fédération d'entreprises, donc avec pour première mission un rôle de représentation des entreprises adaptées auprès des pouvoirs publics. Donc, on a le siège de l'UNEA qui est basé à Paris, qui est un interlocuteur privilégié des services de l'État et notamment du ministère du Travail pour représenter et défendre le modèle d'entreprise adaptée. Et on a une deuxième mission un peu plus opérationnelle d'accompagnement de nos adhérents sur le territoire national à travers l'appui à la création de nouvelles entreprises adaptées, l'appui à la professionnalisation des entreprises adaptées. Et donc, nous sommes également organisme de formation à travers l'Académie UNEA qui propose des formations à la fois aux entreprises adaptées et à leurs partenaires. Et on a un rôle de promotion des entreprises adaptées dans les territoires auprès notamment des acheteurs publics, des acheteurs privés, mais également de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Je pense par exemple aux acteurs du service public de l'emploi qui ont parfois besoin d'avoir aussi des présentations exhaustives de comment fonctionnent les entreprises adaptées et de surtout comment nous on recrute, puisqu'on a aussi des critères à respecter dans le cadre de nos recrutements. Et donc, on essaye aussi d'être garant des valeurs des entreprises adaptées en accompagnant l'ensemble du réseau sur le territoire national. Vous aurez dans le support les contacts en région de l'UNEA, sachant que nous sommes représentés en région au travers de délégués régionales qui sont en fait des dirigeants d'entreprises adaptées. Donc, nous avons 2 délégués régionales dont j'ai mis les coordonnées dans le support. Nathalie Collin, qui est dirigeante d'une entreprise adaptée dans le Nord qui s'appelle la Cordée, et Pascal Lecoq, qui dirige l'entreprise adaptée ACVO, qui est basée du côté de Compiègne et qui en fait représente le réseau des entreprises adaptées, notamment auprès des acteurs institutionnels dans les réunions avec les DRETS, avec les financeurs des entreprises adaptées, avec les régions, etc. Et on a aussi la présence de chargés de mission sur l'ensemble du territoire national, dont moi sur les Hauts-de-France et la Normandie. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment une intervention en local et par contre, le siège de l'UNEA est basé à Paris. Alors, les missions des entreprises adaptées, on a fait l'objet d'une réforme juste avant le Covid, en 2018, qui s'inscrit dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui s'est traduite par la signature d'un engagement national visant à accompagner 40 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap vers l'emploi au sein des entreprises adaptées ou dans d'autres entreprises ou collectivités. Donc ça, c'est important aussi à signaler, c'est que
on a aujourd'hui un rôle aussi, à la fois on peut être prestataire de services, mais on a aussi un rôle d'accompagnement sur le recrutement de personnes en situation de handicap dans les entreprises et dans les collectivités, notamment pour répondre à leur obligation d'emploi de personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment une nouveauté. On est moins repéré, je pense, sur ce volet-là, notamment par les acheteurs, puisque les acheteurs ont un rôle d'achat et pas forcément de recrutement. Mais si dans les participants, on a aussi des personnes qui sont en charge des problématiques de recrutement, sachez qu'on a aussi ce rôle aujourd'hui. Donc, les deux missions principales de l'entreprise adaptée sont la création d'activités économiques qui sont support de création d'emplois en situation de handicap au sein des entreprises adaptées. Donc, avant la réforme, la majorité des salariés étaient recrutés en CDI ou en CDD comme dans n'importe quelle entreprise du milieu ordinaire, puisque je rappelle qu'on fait partie du milieu ordinaire du travail. Et donc, grâce à ces activités support, on propose des prestations de services auprès de nos clients publics ou privés. Et en parallèle, depuis la réforme, on développe une action d'accompagnement de parcours d'insertion professionnelle à travers la mise en place d'un nouveau dispositif qui s'appelle le CDD tremplin, qui est en fait un peu le cousin des contrats d'insertion qui existent dans l'insertion par l'activité économique. Donc l'objectif, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est de recruter des demandeurs d'emploi en situation de handicap, de les monter en compétences et de les accompagner vers l'emploi dans les entreprises et collectivités des territoires. Et on a un deuxième levier aussi sur la partie recrutement, c'est la possibilité de mettre à disposition des salariés d'entreprises adaptées au sein de collectivités ou au sein d'entreprises privées, avec un objectif à terme, donc ça peut être quand même sur une longue durée de 1 à 2 ans, mais avec un objectif à terme de faire en sorte que la personne puisse être recrutée au sein de l'entreprise ou de la collectivité partenaire. Donc, du coup, on s'adresse à des publics différents dans les entreprises adaptées. Donc, aujourd'hui, on parle d'un côté de l'entreprise adaptée socle qui, en fait, correspond à l'activité économique de base de l'EA et qui permet de recruter des personnes qui sont amenées à rester dans l'entreprise adaptée. Et on parle d'expérimentation à travers le CDD tremplin, puisque c'est encore en état d'expérimentation suite à la réforme des entreprises adaptées. Et là, on va accompagner des personnes qui sont quand même susceptibles de pouvoir travailler à terme dans des entreprises que nous, on appelle des entreprises classiques. Donc, on accompagne deux publics différents. Certains salariés en situation de handicap sont plutôt amenés à rester dans l'entreprise adaptée, du fait de leur handicap et puis du coup du besoin d'un environnement adapté de travail dans la durée. Et par contre, sur le CDD tremplin, on va accompagner des personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour rentrer sur le marché de l'emploi, mais qui après sont susceptibles de travailler dans n'importe quelle entreprise ou collectivité en fonction de leur projet professionnel. Je ne vais pas revenir sur les métiers parce que ça va être redondant avec ce que Claire disait. Juste deux mots pour dire qu'effectivement, les métiers traditionnels et sur lesquels on est souvent repéré sont les métiers de l'hygiène et de la propreté et des espaces verts. Claire disait que ce sont des métiers qui sont fortement représentés en région comme au niveau national, mais on a aussi maintenant beaucoup de créations sur de nouvelles activités qui correspondent aux évolutions des activités économiques sur l'ensemble des territoires. Donc, on peut avoir maintenant du numérique, on peut avoir aussi beaucoup de nouvelles activités sur le réemploi, la récupération des déchets. Donc, on a aussi vraiment aujourd'hui une palette de plus en plus importante de services et des activités qui sont en constante mutation, comme dans l'économie qui mute dans la plupart des secteurs d'activité. Je ne rappelle pas donc non plus la différence entre ESAT, puisque Claire l'a fait. Juste réinsister sur le fait que l'entreprise adaptée fonctionne comme une entreprise classique. Et donc, je rebondis sur la question qui était inscrite dans le chat, sur le fait que l'entreprise adaptée, du coup, doit répondre aux règles du droit du travail qui est applicable à toutes les entreprises et collectivités. Donc, certes, l'entreprise adaptée bénéficie d'aides publiques sous la forme d'aides au poste qui viennent compenser le différentiel de productivité des salariés en situation de handicap et qui viennent aussi renforcer l'accompagnement social et professionnel qu'on met en place.
mais par contre, on ne bénéficie pas d'aide spécifique au niveau de la TVA ou au niveau d'allègement de charges pour les salariés en entreprise adaptée. Deux mots aussi sur les types de handicap. Vous allez retrouver dans les entreprises adaptées tout type de handicap, sachant que la différence avec les ESAT, c'est qu'on est quand même dans un milieu ordinaire de travail, donc avec des contraintes de productivité, de qualité de service importantes, et que du coup, les salariés qui ont un handicap plus lourd, qui nécessitent de travailler dans le milieu protégé, vont être plutôt orientés vers les ESAT. En entreprise adaptée, on va retrouver quand même des personnes qui ont un handicap relativement moins lourd, mais en fait, avec des adaptations en termes d'organisation du travail, de management, de poste de travail, qui permettent à ces personnes de travailler dans un environnement concurrentiel. Alors, les EA en Hauts-de-France, je vous ai remis une cartographie. Pour information, on a à peu près 800 entreprises adaptées en Hauts-de-France. Nous, on répertorie, alors Claire, vous en avez un peu plus que nous, mais les chiffres changent beaucoup d'une année sur l'autre. On a 70 entreprises adaptées qui sont agréées, donc, par les services de l'État, avec 77 établissements. Sachant qu'on a, par exemple, l'année dernière, on a eu 8 nouveaux projets qui sont en cours d'être agréés. Donc, on a aussi des créations de nouvelles entreprises adaptées qui viennent renforcer les chiffres que vous voyez indiqués sur la carte. Et donc, pour pouvoir repérer les entreprises... Alors oui, deux mots aussi, ce qu'on ne comprend pas toujours quand on est extérieur au secteur, on nous repère souvent comme étant des acteurs associatifs. Dans le réseau des entreprises adaptées, vous n'allez pas retrouver que des associations. Donc, on a effectivement une grosse part d'EA qui appartiennent à des groupements associatifs tels que les Papillons Blancs ou l'APF, mais vous allez retrouver également et de plus en plus des sociétés qui ont un statut commercial et qui sont créées sous statut commercial dès le début, ou des EA qui peuvent être rachetés par des entreprises privées marchandes. Et on a également quelques entreprises adaptées à la marge qui dépendent de la fonction publique. Alors, moi, j'en ai quelques-unes sur mes régions qui dépendent de la fonction publique hospitalière, avec un fonctionnement un peu particulier, puisque les dirigeants peuvent être des fonctionnaires, mais les salariés sont des salariés de droit privé. Donc, on a une hétérogénéité des statuts juridiques et une hétérogénéité de l'offre de services telle que l'a présentée Claire dans son support. Alors, nous, on met à disposition, en tant que fédération d'entreprises, l'annuaire de l'ensemble des entreprises adaptées de France. Et donc, vous retrouverez également forcément les entreprises adaptées de la région. Alors, pour y avoir accès, il suffit d'aller sur notre site, unea.fr, et vous avez une rubrique qui s'appelle « Rechercher une entreprise adaptée », là, en haut de notre site. Et en fait, vous pouvez accéder à la répartition des EA par région, par secteur d'activité. Et en cliquant sur le nom de l'entreprise adaptée, vous avez une fiche qui s'ouvre avec la présentation de l'EA, de ses activités, et aussi les coordonnées en général du dirigeant, s'il a donné son accord pour que ces coordonnées soient diffusées, ce qui est le cas en général. Donc, vous avez un libre accès à l'ensemble de ces informations sur notre site internet. Alors, quel partenariat entre collectivités et entreprises adaptées? Isabelle le disait tout à l'heure, en fait, on est à la fois, il y a des enjeux d'interconnexion sur des prestations de services, alors via les commandes publiques, mais aussi sur le recrutement. Donc, on a de plus en plus de partenariats qui visent à essayer de voir quels sont les besoins en compétences d'une collectivité ou d'une entreprise et de construire des passerelles entre les entreprises adaptées et ces employeurs qui sont souvent en recherche de profils TH ou non TH d'ailleurs, mais enfin, nous, on est quand même plus sur des passerelles sur des publics en situation de handicap. Et on a aussi des partenariats qui se développent beaucoup sur des immersions à travers ce qu'on appelle des périodes de mise en situation en milieu professionnel qui nous aident à construire des parcours aussi, à découvrir des métiers
Et donc, au-delà d'un partenariat financier ou sur un recrutement déjà identifié, on peut être intéressé par des partenariats tout simplement pour découvrir vos métiers et contribuer à la construction de parcours professionnels et à la montée en compétences de nos salariés. Je vous ai mis un petit zoom sur le fameux CDD tremplin. Je disais tout à l'heure que c'était un peu le cousin des contrats d'insertion dans l'IAE. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc, nous, on va se sourcer auprès des mêmes sourceurs que vous en tant qu'employeur. Donc, les 3 principaux acteurs du SPE, mais on a aussi des contacts avec d'autres structures qui accompagnent des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et l'objectif, c'est vraiment de monter en compétence la personne au sein de l'entreprise adaptée. Donc, on a obligatoirement un parcours de formation qui est mis en place, soit au regard du projet professionnel de la personne, soit au regard d'un besoin exprimé dès l'amont du recrutement par un employeur partenaire de la démarche. Donc, pour illustrer, par exemple, la semaine dernière, j'ai mis en lien une entreprise adaptée de Villeneuve-d'Ascq qui travaille sur des prestations numériques avec une grosse entreprise de services numériques qui est en recherche de profils de testeurs. Enfin, on avait identifié plusieurs profils numériques sur lesquels ils avaient besoin de recrutement. Et en fait, l'entreprise adaptée va préparer des candidats à travers le CDI tremplin qui pourront à terme être recrutés par l'entreprise partenaire. Donc, avec vraiment tout un axe de formation, mais aussi un appui de l'entreprise partenaire sur le recrutement et surtout l'intégration de la personne en situation de handicap. Donc, certaines entreprises adaptées développent un peu une mission de conseil pour faciliter le recrutement, l'accueil et l'intégration dans les entreprises et dans les collectivités. Parce que l'objectif, c'est aussi de préparer les équipes, les futures équipes et les futurs managers pour faire en sorte que l'intégration dans l'entreprise se passe au mieux et surtout qu'il n'y ait pas un retour à la case départ si le parcours se passe mal et que la personne doit revenir dans l'entreprise adaptée. Donc ça, c'est une nouveauté qui est mise en place depuis la réforme de 2018, donc 2019. Et pour information, toutes les entreprises adaptées ne sont pas obligées de mettre en place le CDD tremplin. Donc, pour pouvoir le faire, elles doivent répondre à un appel à projet du ministère du Travail. Et pour connaître les entreprises adaptées qui sont agréées pour mettre en place ce dispositif, on a des décrets qui paraissent régulièrement, qui sont disponibles sur le site du ministère du Travail, avec la liste de toutes les entreprises adaptées qui sont agréées pour mettre en place, pour expérimenter le CDD tremplin. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, nous, on peut bien sûr aussi faire du lien avec les entreprises adaptées du territoire et puis essayer d'identifier d'éventuelles entreprises adaptées qui pourraient travailler sur des métiers qui vous intéressent en matière de besoin de compétences. Et alors, peut-être pour terminer en petite vidéo, Fleur, si ça fonctionne, je pense que je n'ai pas partagé le son, donc je vais peut-être couper et reconnecter le support. Juste pour une petite synthèse, on s'était dit que c'était bien de vous diffuser une petite vidéo qui représente l'entreprise adaptée et puis les moyens si j'avais partagé le son, les moyens de travailler avec elle. Donc, si ça fonctionne, normalement, ça devrait se lancer. Ah ouais, alors j'avais juste un dernier slide que je peux passer. L'entreprise adaptée est une entreprise à mission sociale et sociétale. Elle contribue au développement des territoires et crée de l'emploi pour un public trop souvent exclu du marché du travail. Comment les entreprises adaptées développent leurs activités ? Elles évoluent et s'adaptent aux besoins économiques du marché. Elles proposent des activités adaptées, réalisables par des salariés en situation de handicap avec le même souci de rentabilité que toute entreprise. Et leurs entreprises clientes peuvent déduire une part du montant des contrats passés dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'OETH. Quels sont les secteurs d'activité des entreprises adaptées ?
Plus de 250 activités sont concernées. On peut en trouver dans différents secteurs, qu'il s'agisse de production pour son propre compte, de prestations de sous-traitance ou de prestations de services destinées aux entreprises privées et publiques. Qu'est-ce que les entreprises adaptées apportent concrètement à l'économie ? Elles contribuent à la production locale de qualité, elles assurent des emplois non délocalisables et participent à la politique d'achat responsable de leurs clients. L'entreprise adaptée est en plus un modèle vertueux. L'apport financier qu'elle perçoit de l'État pour l'embauche d'une personne en situation de handicap coûte moins cher à la collectivité que les dépenses liées à la situation de non-emploi. Comment collaborer avec une entreprise adaptée ? Dans la plupart des cas, les entreprises adaptées sont fournisseurs de produits ou de prestations de services, en lien direct, en sous-traitance ou en co-traitance. Elles sont aussi en capacité de répondre de manière groupée à un besoin urgent ou spécifique. Et depuis le 1er janvier 2019, les nouvelles expérimentations, le CDD tremplin et l'EATT, l'entreprise adaptée de travail temporaire, offrent aux entreprises adaptées un nouveau rôle de développeur de ressources humaines. Placement, intérim et accompagnement. Ces compétences pourront être proposées à un autre employeur. Retrouvez l'annuaire des entreprises adaptées sur le site www.unea.fr. Voilà, donc peut-être pour conclure, le conseil que je donnerais pour ceux qui veulent se lancer, qui ne l'auraient pas encore fait, c'est vraiment je pense que le meilleur moyen, c'est de repérer les quelques entreprises adaptées qui sont à proximité de vos structures et d'aller les voir, de visiter et de voir ce qu'elles font, et de pouvoir échanger vraiment sur les partenariats concrets qui peuvent être mis en place. Je pense que vraiment, là, je parlais par exemple de la mise en lien entre une entreprise du territoire la semaine dernière et une entreprise adaptée qui étaient voisines et qui ne se connaissaient pas du tout. Et vraiment, pour pouvoir collaborer, je pense que l'interconnaissance, il n'y a rien de mieux. Donc, nous, on peut vous y accompagner. Hein. Donc, comme on les connaît, on peut facilement organiser des mises en lien, voire vous accompagner sur des visites d'entreprises adaptées. Et après, en fonction des besoins et en fonction des réponses possibles, on peut passer, nous aussi, sur des conventions de partenariat. Ce n'est pas systématique, ça dépend vraiment du besoin de nos partenaires. Dans un premier temps, nous, on est toujours partant sur des mises en contact pour de l'interconnaissance. Et après, si on a besoin d'aller sur des projets plus structurés, la mise en place de groupements pour répondre à des besoins, on peut le faire en passant aussi sur des conventions de partenariat. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai essayé d'être vraiment complémentaire par rapport à Claire. Merci Pascal. Oui, c'était vraiment très intéressant, très complémentaire. Nous n'avons pas eu de questions dans le chat pour le moment, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes là encore quelques minutes pour y répondre. Est-ce que ces interventions vous ont donné envie d'aller justement vers les ESAT, les EA? Est-ce que vous avez découvert des prestations que vous ignoriez? Voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos commentaires, vos questions dans le chat ou dans l'onglet Q&R. Est-ce que Claire ou Isabelle, vous voulez compléter les propos de ce webinaire? Simplement peut-être vous remercier de nous avoir conviés à intervenir et dire qu'effectivement, n'hésitez pas à nous solliciter, l'UNEA et nous, et puis on voit ensemble ce qu'on peut vous proposer pour vous aider à avancer au mieux dans ces projets-là. Il n'y a pas d'autres questions. Effectivement, merci de vos deux interventions très, très complémentaires. Comme je l'avais exprimé en tout amont de ce webinaire, il était important à mon sens de resituer à la fois la part achat, cet achat responsable qui peut être opéré via donc, ces structures, et puis également ces passerelles qui sont renforcées. On le voit, il y a un parcours, enfin le parcours professionnel des bénéficiaires de ces structures, des salariés pour les EA
usagers pour les ESAT, vraiment est important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce souci d'attractivité de la fonction publique également. On le voit, il y a un certain nombre de postes aujourd'hui qui ne sont pas pourvus au niveau de la fonction publique. Ne pas oublier que l'apprentissage est une solution d'intégration forte, permet la qualification au sein de vos structures, que le FIP vient renforcer, renforcer au fil des ans ses financements à destination de l'apprentissage et vient permettre aussi d'intégrer dans le cadre de l'apprentissage, mais pas que, donc ces bénéficiaires. Je pense qu'il est vraiment important que nous ayons cette logique employeur public, cette logique de partenariat avec le secteur protégé dans son ensemble, et vraiment de créer ces passerelles. Je sais que pour certains employeurs publics, c'est réalisé notamment pour les employeurs conventionnés. Il y a tout un ensemble de recrutements qui ont été opérés dernièrement. Je pense à la commune de Villeneuve-d'Ascq, à la ville de Lille, mais pas que. Il y a vraiment tout un lien qui est à renforcer. Donc, c'est pourquoi nous avions souhaité réaliser ce webinaire ce matin. Moi, j'avais peut-être deux pistes complémentaires. On a parlé beaucoup des marchés réservés, etc. Mais on a aussi la possibilité d'acheter des prestations sur des montants jusqu'à 40 000 € sans passer par des procédures lourdes, qui peuvent parfois des achats qui peuvent être plus adaptés à des petites entreprises adaptées, justement. On en parle peu, on en parle moins, mais c'est aussi une possibilité pour démarrer un partenariat et pour favoriser l'interconnaissance. Sur des petits marchés, on n'a pas forcément besoin de procédures lourdes, de mise en concurrence et de communication. Et puis, Isabelle parlait beaucoup des passerelles dans le sens recrutement dans les collectivités. Nous, on est aussi en train de réfléchir, du fait aussi de la réforme des retraites, sur des passerelles dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a aussi un vieillissement de salariés dans certains services, je pense notamment aux espaces verts, dans les collectivités avec des problématiques d'inaptitude. Nous, on est en difficulté de recrutement dans nos entreprises adaptées sur ces métiers. Donc, on peut aussi imaginer peut-être des expérimentations dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous aussi, on recrute beaucoup de seniors qui sont en difficulté de santé et qui ont des ruptures de parcours. Donc, c'est aussi pour ouvrir un peu les champs du possible. On peut imaginer peut-être aussi des collaborations un peu innovantes dans ce sens-là, dans un contexte d'allongement des carrières professionnelles. Le département du Nord, par ailleurs, réagissait également. Je ne les ai pas cités, mais ils ont une politique effectivement très marquée sur ce sujet. Donc, oui, j'ai cité 2 exemples, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres. Et puis, rappeler également qu'il y a un cumul possible. Vous évoquiez ces possibilités d'intégration par les EA de personnes. Voilà, on parlait de sujets de vieillissement et de problématiques de santé qui peuvent s'installer, mais également depuis le 1er janvier, une possibilité de cumul de l'emploi au niveau du milieu protégé et du milieu ordinaire. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une volonté des pouvoirs publics de favoriser cette fluidification entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Oui. Pour rappel, j'ai mis dans le chat les 2 présentations de GESAT et de l'UNEA. Elles pourront aussi être envoyées par mail si besoin, ainsi que la fiche d'aide du FIP à destination des employeurs publics relative à la prise en charge des dépenses exposées en cas de recours aux services d'organismes favorisant la mise à disposition de prestations de services ou d'achats réalisés auprès du milieu protégé via un système d'abonnement. Vous avez tout le détail sur le lien de cette fiche. Il y a aussi le lien vers l'annuaire de l'UNEA dont parlait Madame Audou. Voilà. Peut-être également, Fleur, de refaire le lien avec une page qui est une page liminaire du catalogue qui situe également l'élargissement aujourd'hui des publics bénéficiaires pour nos employeurs publics de nos aides et qui élargit notamment aux travailleurs des aides mises à disposition des employeurs publics. Oui. Alors, je vous la remettrai aussi. C'est l'une des premières pages, je crois. La rotation exacte. Voilà. Chers intervenants, s'il n'y a pas d'autres questions, non, ça c'est terminé.
Je vous remercie grandement pour vos interventions, pour votre disponibilité. Le replay sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube du FIP. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour d'autres échanges sur le sujet. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à tous.